passer la parole à Patrick Poibaud, qui est professeur en neurosciences de l'Université de Strasbourg. C'est un véritable spécialiste de la biologie de la douleur. Il a beaucoup de choses à nous raconter sur ses travaux. Et je le remercie infiniment parce qu'il est également membre du Collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires. Et donc cette collaboration entre les scientifiques et les praticiens et les universitaires sont absolument indispensables. Donc merci beaucoup d'être là. Je sais que pour toi et pour d'autres qui vont présenter, c'était un effort important. Donc merci encore d'être parmi nous. Je vais pouvoir vous présenter ce sujet que l'on m'a demandé de traiter et qui m'intéresse beaucoup, la réalité virtuelle et son intérêt pour la modulation de la douleur. C'est un enjeu important pour la santé numérique en général et l'accompagnement des patients, mais également des soignants. Pour ce qui concerne les liens d'intérêt, évidemment, j'en ai avec la santé et j'en ai également avec cette présentation qui porte sur la réalité virtuelle, qui va utiliser dans certains cas des outils de la musicothérapie, également de l'hypnose, voire même des outils de la relaxation. Je voudrais commencer, après Patrick Giniès, qui a présenté la douleur sous son angle le plus complexe, avec sa dimension subjective, pour vous rappeler en fait que la définition de la douleur avait été élaborée dans les années 79 par l'Association internationale pour l'étude et le traitement de la douleur. Et depuis le 16 juillet, cette définition a été modifiée légèrement. Elle consiste en une expérience sensorielle, enfin la douleur est définie comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, donc une émotion désagréable, généralement causée par ou ressemblant à celle causée par une lésion tissulaire réelle ou potentielle. Alors cette définition, elle a été modifiée pour ajouter le terme ressemblant parce qu'elle permet de prendre en compte en particulier la douleur de personnes qui ne pourraient pas verbaliser, comme des enfants très jeunes ou des patients qui sont dans l'incapacité de verbaliser correctement leur douleur. C'est toujours une expérience personnelle, la douleur, donc elle est très subjective dans son expression, et elle est également très subjective dans sa réception par le soignant ou par l'environnement. Et c'est ce qui fait toute la difficulté pour la traiter, pour la comprendre et pour accompagner les patients. Vous voyez que le concept de douleur est acquis également à travers l'expérience de vie des individus, et donc ça concerne évidemment la petite enfance où on apprend l'expérience de douleur, mais également tout au long de la vie lorsqu'on apprend à vivre avec ses douleurs, puisque tout le monde rencontre au cours de sa vie la douleur étant une fonction essentielle à la survie et à l'adaptation. Ce qui est intéressant dans la nouvelle définition, c'est qu'elle insiste aussi sur l'impact biopsychosocial, c'est-à-dire que la douleur, lorsqu'elle devient chronique en particulier, va altérer foncièrement la fonctionnalité de l'individu, mais également son bien-être social et psychologique. Et ça, Patrick Giniès l'a bien montré dans sa présentation, qui est un petit peu plus centrée sur les douleurs chroniques. Je parlerai également des douleurs aiguës, qui sont des douleurs à prendre en charge, évidemment. Alors, la douleur chronique, comme l'a dit Patrick Giniès, en chiffres, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, c'est une maladie, et c'est une maladie qui est reconnue très récemment. En 2019, l'Organisation mondiale de la santé l'a classée comme une maladie, et avant, elle n'était pas une maladie, mais un symptôme. C'est le premier motif de consultation en service d'urgence et chez le médecin généraliste, et on estime à peu près qu'il y a 10 à 12 millions de Français qui souffrent de douleurs chroniques, donc une population très importante. Le plus important dans cette présentation, c'est que 70% des patients qui sont pris en charge, 2 patients sur 3, ce qui est énorme, ne semblent pas recevoir un traitement approprié pour leur douleur. Et ça, c'est les résultats des questionnaires que l'on a adressés à ces patients. Alors, pour répondre à cette demande de douleurs chroniques et de patients, la prise en charge est biopsychosociale en structure et centre de la douleur, à l'hôpital en particulier, c'est-à-dire qu'elle est pluriprofessionnelle, s'adressant à des disciplines médicales, mais également des disciplines autres comme les psychologues, les kinésithérapeutes et tous les intervenants des interventions non médicamenteuses en particulier. C'est pour ça que la douleur chronique, dans sa prise en charge, a bénéficié en fait des outils des interventions non médicamenteuses. Elle est donc traitée aujourd'hui par des techniques pharmacologiques et non pharmacologiques. Parmi ces techniques, on en a parlé, l'hypnose, les médecines manuelles, encore la relaxation. La question que je veux adresser ici, c'est quelle est la place des outils numériques dans le traitement de la douleur aujourd'hui et dans le futur, et en particulier de la réalité virtuelle. Alors, quelques enjeux. Des enjeux de formation et de suivi de parcours pour le patient.
formation parce que avoir un outil numérique d'accompagnement pour traiter ces douleurs serait un avantage et permettrait aussi de transmettre des messages sur l'éducation thérapeutique pour les patients, mais c'est également un outil qui pourrait être utile en termes de carnet de santé numérique, en quelque sorte, pour la continuité entre les soins en ville et les soins à l'hôpital. Donc il y a des outils qui sont tout à fait intéressants pour cet aspect numérique. C'est également un outil qui peut servir d'évaluation, en particulier pour faire un suivi de l'évolution d'une douleur et d'une transition, par exemple, entre une douleur aiguë qui deviendrait chronique, douleur chronique voulant dire qu'elle durerait plus de 3 mois. Et enfin, ce qui va nous intéresser ici, c'est un outil d'administration ou d'auto-administration d'une intervention non médicamenteuse. En effet, les outils numériques peuvent permettre d'ajuster des phénomènes de neuromodulation, soit par des électrodes implantées, invasives, soit par des électrodes superficielles qu'on placerait sur la peau pour soulager des douleurs ponctuelles. C'est également un outil d'administration de relaxation ou de script de méditation, de musicothérapie, on en a parlé un petit peu. Et puis, évidemment, depuis quelque temps, grâce au développement technologique, c'est également la possibilité de faire de la réalité virtuelle qu'on va diviser en trois grands secteurs. La réalité virtuelle non immersive, c'est-à-dire qu'on regarde quelque chose qui est virtuel sur un écran en général, de télévision, semi-immersive, et je vais parler beaucoup de la réalité virtuelle immersive, c'est-à-dire ces casques où le sujet est complètement immergé dans une autre réalité. Ce qui est intéressant, c'est que le nombre de publications de recherche a complètement explosé ces dernières années, depuis les travaux qui ont débuté dans les années 1914 et les premières publications en 2000. Les pionniers de la réalité virtuelle immersive, donc je me concentre sur ces dispositifs où le sujet est complètement englobé dans ces lunettes que vous connaissez bien maintenant. Les pionniers sont Hunter Hoffman et David Patterson aux États-Unis, qui ont mis en place des outils de réalité virtuelle immersive dans un service de grands brûlés qui devaient subir des soins douloureux, de débridement ou de manipulation. Et vous voyez à gauche quelques illustrations de ces travaux où le personnel soignant est en train de manipuler les membres qui ont été brûlés afin de travailler sur la fonctionnalité. Et ces patients sont en même temps plongés dans une réalité virtuelle immersive à travers ces lunettes qu'ils ont sur les yeux. Ce qui a été fait par les docteurs Hoffman et Patterson, c'est proposer aux patients un jeu vidéo qui est très connu, qui s'appelle Snow World, qui permettait de placer le patient dans un environnement froid et qui lui demandait au patient de lancer des boules de neige sur des sujets comme un bonhomme de neige, des pingouins ou encore des mammouths. Et tout ceci, ce jeu, était en même temps additionné d'un fond musical. Pour la petite histoire, c'était les musiques de Paul Simon de son album Graceland. Donc vous avez en fait sur cette vidéo, si elle fonctionne, elle n'a pas l'air de démarrer. En fait, sur cette vidéo, vous avez un petit peu la démonstration de comment fonctionne le jeu. Le patient peut se déplacer dans un environnement froid, 360 degrés, et il doit, avec les yeux et un viseur, lancer des boules de neige sur les sujets pour les détruire. Avec ce type de dispositif, Hoffman et Patterson ont permis de montrer, par une série d'études, que la douleur pouvait être diminuée. La douleur maximum qui était ressentie pendant le soin a été réduite de 1 à 2 points, comme vous voyez ici avec ces barres vert clair. Le temps passé à penser à la douleur a été également diminué de 1 à 2 points, un maximum de 10 à 20% en moyenne. Également une diminution de l'aspect désagréable de la douleur. La douleur est une émotion, et en particulier, un aspect désagréable est associé à cette émotion. Et cette diminution est très importante. Et enfin, ils ont mesuré le plaisir, entre guillemets, qu'ils avaient eu à jouer à ce jeu pendant les soins, qui a été très largement augmenté. Donc on voit qu'il y a eu un bénéfice avéré de ce dispositif sur la douleur pendant les soins. Alors, l'ensemble des dispositifs de réalité virtuelle aujourd'hui immersive qui sont utilisés concernent les soins douloureux,
en particulier dans la lignée de ce que Hoffman et Patterson ont fait, mais il y a également des dispositifs pour traiter les douleurs liées aux membres fantômes, en particulier suite à une amputation. Il y a des douleurs qui apparaissent, et grâce à la création d'avatars par la réalité virtuelle, il est possible de travailler sur les mouvements, sur la récupération fonctionnelle et également sur les douleurs, en travaillant sur la restructuration du corps. Et ces outils de réalité virtuelle, à travers des avatars reconstitués, permettent de réduire ces douleurs. Et ce sont les deux applications les plus importantes de ce que l'on appelle la réalité virtuelle immersive, active, où le patient participe à une activité. Et puis, il y a des dispositifs qui se développent de plus en plus en ce moment. C'est la réalité virtuelle immersive passive, cette fois-ci pour traiter les douleurs aiguës et peut-être les douleurs chroniques. Dans ce cas-là, et dans tous les cas, le patient est placé dans un environnement agréable. Les scripts de réalité virtuelle sont très variables, que ce soit dans leur design ou dans leur durée. Il y a des choix qui peuvent être faits, qui donnent un côté personnalisé à cette proposition. On peut être sur la terre, dans l'air ou dans la mer. Il peut y avoir des mouvements ou pas de mouvements, avec une dynamique à 360 degrés ou simplement un passage d'image relaxante. Il y a un processus de jeu ou pas, comme c'est le cas dans ce que je vous ai montré. Il y a en général de la musique de fond, mais de plus en plus des scripts de musicothérapie. Et là, je vous renvoie aux publications de Loon Dampain, qui a fait une revue dans le domaine avec les essais cliniques qui ont démontré le bénéfice de la musicothérapie pour soulager les douleurs, et également les travaux de Chanda et Levitin qui montrent par quel mécanisme la musicothérapie peut soulager ces douleurs. Et enfin, la dernière avancée, c'est de rajouter dans la réalité virtuelle immersive des suggestions hypnotiques. Là aussi, l'hypnose est très utilisée pour soulager les douleurs, mais également d'autres affections. Et les suggestions hypnotiques peuvent être rajoutées à ce dispositif de réalité virtuelle. Alors, quels sont les mécanismes d'analgésie sur réalité virtuelle? Vous voyez qu'ils peuvent être très complexes, ils sont encore mal connus, mais vous voyez tout de suite que l'immersion visuelle et sonore dans ce dispositif permet de distraire la personne qui est soumise à cette réalité virtuelle et de modifier son attention. Et les circuits qui modifient l'attention ne sont pas tous connus, mais un des circuits les plus connus, c'est celui qui est établi entre le cortex frontal et des voies qui sont sensibles aux opioïdes d'ailleurs, le cortex frontal, et des structures sous-corticales que l'on va trouver comme l'amygdale, une structure très importante pour la mise en forme des émotions, et la douleur est une émotion désagréable, donc on comprend tout à fait l'implication de l'amygdale, mais également des contrôles inhibiteurs descendants, des structures qui vont envoyer des projections inhibitrices, que ce soit de la substance grise périaqueducale, de la médulla rostro-ventrale, ou encore des projections qui vont jusqu'à la partie dorsale de la moelle épinière. Toutes ces projections sont connues pour inhiber les messages douloureux. Et d'ailleurs, l'activation de l'amygdale, dans les travaux de Tracy de 2002, l'activation de l'amygdale, activée par un déplacement d'attention, va fortement être corrélée avec une réduction des douleurs. Alors, c'est un des circuits de modification de l'attention et de modification de réduction des douleurs. Il y a probablement d'autres circuits impliqués. On sait par exemple chez les primates que les circuits impliqués dans les voies noradrénergiques et cholinergiques sont également mis en œuvre. Un travail intéressant qui a été fait par Hoffman et Patterson, c'est sur l'imagerie cérébrale avec un dispositif de réalité virtuelle qui était capable de rentrer dans un imageur en IRM fonctionnel. Il a pu montrer que sous réalité virtuelle, il y avait une diminution de l'activation des cortex impliqués dans le traitement des informations douloureuses, en particulier le cortex cingulaire antérieur, le cortex somatosensoriel primaire, l'insula, comme vous voyez ici, ou encore le thalamus. Toutes ces indications montrent qu'une réduction de l'activité cérébrale dans les voies de la douleur, la matrice cérébrale, pouvait réduire les douleurs et expliquer pourquoi la réalité virtuelle réduisait les douleurs. Alors, quelques publications récentes. Une première publication par Lierre qui a été publiée dans Scientific Report juste cette année, qui a utilisé un système de réalité virtuelle immersive active avec un jeu ou passive avec le même dispositif sans jeu par rapport à un contrôle et qui a pu montrer que les potentiels évoqués dans le cortex sensoriel étaient modifiés, en particulier par la réalité virtuelle active, mais pas
par la réalité virtuelle passive qui ne dispose pas d'un dispositif de jeu qui faciliterait le détachement de l'attention. Et on voit également que ces potentiels évoqués qui sont réduits en réalité virtuelle active sont également associés à une baisse des scores de douleur en vert sur le graphique de droite. Autre étude qui vient juste d'être publiée de Koyoka, qui est très connue dans le domaine, sur 2 systèmes de réalité virtuelle, un qui est un peu plus de relaxation avec un environnement d'océan et un autre basé sur une immersion dans une scène d'opéra avec un air d'opéra en fond musical. Les patients ont subi les 2 dispositifs de réalité virtuelle et sous ces dispositifs, ils ont pu montrer que leur seuil de douleur et de tolérance était augmenté, montrant un effet antidouleur, qu'il y avait également une augmentation des paramètres sympathiques, comme la variabilité cardiaque ou encore la résistance électrodermale, montrant qu'il y avait un bénéfice sur le système autonome, qu'il y avait moins d'anxiété liée à la situation. Et ça, c'est important parce que l'anxiété va participer à réduire les douleurs et à réduire les émotions désagréables liées à la douleur, comme ça a été démontré dans cette étude. Donc ces 2 études et d'autres, également des travaux que nous sommes en train de faire et que je ne peux pas vous montrer malheureusement puisque à cause de la crise Covid, nous n'avons pas pu terminer encore cette étude, mais en tout cas, nous avons des résultats équivalents à ceux qui viennent d'être publiés. Tous ces travaux montrent que les dispositifs de réalité virtuelle en immersion semblent prometteurs pour la réduction des douleurs aiguës et peut-être pour les douleurs chroniques. Pour les douleurs aiguës, c'est quand même bien démontré. Il y a encore des études à faire, en particulier pour travailler sur des cohortes de patients en plus grand nombre. Pour les douleurs chroniques, il reste encore des études à faire, malheureusement, et nous nous attelons à cette tâche. Ce qui est important, c'est d'avoir des dispositifs de réalité virtuelle qui sont couplés à la mesure de paramètres qui sont autres que les déclarations subjectives des patients ou des volontaires. Ça, c'est important pour avoir des biomarqueurs objectifs, physiologiques, qui sont associés au bien-être. Les mécanismes antalgiques qui sont recrutés par la réalité virtuelle sont encore mal connus, comme je l'ai dit, mais certains, et vous l'avez vu, sont regroupés dans le dispositif de réalité virtuelle, mais ils font partie de l'arsenal des interventions non médicamenteuses qui sont mises en œuvre par les professionnels dans les structures douleurs chroniques à l'hôpital. On parle d'hypnose, on parle de relaxation, on parle de médecine manuelle, etc. Donc la réalité virtuelle à visée antalgique est encore dans une phase exploratoire avec peu d'études solides. Néanmoins, il faut améliorer l'évaluation puisqu'elle est encore mal maîtrisée, l'évaluation de la douleur, de façon à faire des études plus robustes qui confirmeront l'utilité de ces dispositifs. Faire attention aux protocoles aussi et aux contrôles qui sont utilisés. Les contrôles sont très variables selon les études et ne permettent pas de comparer les études qui ont déjà été publiées dans le domaine, qui sont au nombre à peu près d'une vingtaine. Et enfin, les populations testées ne sont pas encore assez larges, en particulier entre les jeunes adultes ou les enfants ou encore des personnes plus âgées. Il s'agit aussi de raffiner un petit peu les destinations, enfin en tout cas les personnes qui pourraient utiliser cette réalité virtuelle et les contre-indications qui pourraient être mises en œuvre. Je pense en particulier aux patients migraineux, certaines douleurs chroniques, mais également des patients qui ne pourraient pas supporter les casques à cause des troubles liés à des nausées ou des risques d'épilepsie. Voilà pour ma présentation. Et à droite, vous avez en fait notre plateforme d'exploration fonctionnelle pour les interventions non médicamenteuses à Strasbourg, qui est couplée en fait à une école que nous venons de créer en 2018, une école universitaire interdisciplinaire qui permet justement de faire des travaux sur les aspects biologiques, mais également sciences humaines et sociales liés à la réduction des douleurs et en particulier permettre de faire des preuves de concept pour les interventions non médicamenteuses comme l'hypnose, comme la réalité virtuelle ou comme la musicothérapie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Poibeau. C'était un plaisir de vous avoir. Donc, nous avons une dizaine de minutes de questions. La première question, en tout cas, vous avez un commentaire tout de suite en disant merci de marteler que la douleur est une émotion. Paul Valéry disait que la douleur est un questionnement. Le plaisir, une réponse. Il est clair que toutes les études de neurosciences vont aller beaucoup plus loin et vont permettre d'expliquer un certain nombre de mécanismes causaux, comme vous l'avez évoqué. Et une des premières questions relève du fait de ne pas comprendre pourquoi, finalement, symptômes ou maladie, ce n'est qu'en 2019 que cette douleur est véritablement reconnue comme une maladie. C'est quand même étonnant. Qu'en pensez-vous ? Oui, tout à fait.
un vrai combat, en fait, pour les patients, mais également pour les soignants, de reconnaître la douleur chronique comme une maladie. Il y a eu une petite révolution, et elle est venue de l'intelligence artificielle qui a commencé à travailler sur le classement des maladies, non plus en fonction de leur mortalité, mais également en fonction du nombre de jours passés en mauvaise santé. Ça a été une petite révolution dans la prise de conscience. Parce que quand on a regardé les maladies qui donnaient un nombre de jours de vie en mauvaise santé, le classement a complètement été bousculé et on a vu apparaître en 4e position la douleur chronique et en particulier les douleurs musculo-squelettiques. En 4e position, les douleurs musculo-squelettiques sont considérées comme la 4e cause d'invalidité et de nombre de jours passés en mauvaise santé. Et ça a eu un impact très fort sur le politique, mais également sur le scientifique, pour reconnaître la douleur chronique comme une maladie, parce que justement, cette douleur chronique est associée à des comorbidités majeures, que ce soit en termes d'anxiété chronique, de dépression, mais également de troubles de la sociabilité et de perte d'autonomie. Et donc, cette révolution, elle est venue aussi par les outils de l'intelligence artificielle et par cette volonté de classer les maladies selon des critères d'impact, de fardeau pour la société. Ce qui signifie bien qu'on parle de quantité de vie et qu'on parle de qualité de vie, et que cette qualité de vie va être essentielle, et donc vos patient reported outcomes vont être des éléments centraux. Et une question qui nous est posée et qui semble aussi importante, c'est que vous avez évoqué des protocoles. Il ne s'agit pas uniquement de faire un jeu vidéo, il ne s'agit pas uniquement de faire de la réalité virtuelle, mais c'est bien un véritable traitement qui est fait par des experts de la douleur et par des neuroscientifiques pour établir les meilleurs protocoles finalement qui vont être indiqués. Et la deuxième question, je vous la pose directement en lien avec celle-là, c'est au-delà des protocoles, y a-t-il des sensibilités particulières? Par exemple, on a une question sur y a-t-il une différence entre les hommes et les femmes vis-à-vis de cette réalité virtuelle? Alors, pour ce qui est des protocoles, oui, c'est un enjeu qui est formidable. Je pense que les outils de réalité virtuelle sont des outils formidables pour des soignants qui prennent en charge la douleur chronique, parce que après une consultation en structure douleur chronique ou chez un spécialiste, on pourrait imaginer qu'il y aurait une prescription de protocoles de réalité virtuelle avec addition ou non de musicothérapie, de script hypnotique, quelque chose de personnalisé, avec un nombre de séances à faire, et qui serait associé à une éducation thérapeutique pour utiliser l'outil, évidemment, et à des contrôles réguliers, et ce qui permettrait justement que le patient, après sa consultation en structure spécialisée ou chez son spécialiste, parte avec son traitement, qui serait un casque de réalité virtuelle, parte avec son traitement, avec des consignes et une prescription, et reviendrait régulièrement faire un état ou un bilan de l'évolution de son traitement et comment ces prescriptions sont faites. Donc ça, effectivement, c'est un outil formidable où il y aurait cette fois-ci une vraie continuité entre la prise en charge du patient en structure complexe, enfin la prise en charge de la douleur complexe, et un lien aussi entre la médecine de ville et l'hôpital, parce qu'on pourrait imaginer que cet outil, à travers quelque part un carnet de santé numérique de l'utilisation de cet outil, soit aussi utilisé par le généraliste, tout comme le spécialiste, pour faire un bilan et un suivi de son patient meilleur. Et pour le patient, c'est important aussi d'avoir ce dispositif qui puisse l'utiliser à volonté si survient une crise, parce qu'évidemment, il peut y avoir chez certains patients des crises qui apparaissent soudainement et un besoin, y compris pour la relaxation et le besoin de dormir. On a parlé d'anxiété, l'anxiété qui survient le soir, et on l'a vu souvent chez les patients qui ont des douleurs à certains moments de la journée. Cet outil pourrait être utilisé. Alors concernant les différences hommes-femmes, évidemment, elles sont gigantesques. Elles sont bien documentées pour la douleur chronique. On sait que les femmes ont plus de douleurs chroniques, ont des intensités plus fortes. Donc cet aspect est bien documenté. Malheureusement, pas suffisamment pris en charge. Et je pense que là, il y a une vraie prise de conscience à faire et il faut se rappeler ça à tout moment. C'est très important dans la relation entre le soignant et le soigné. Ne pas oublier aussi que la relation interpersonnelle est très importante entre un homme et un homme, si ce sont deux souffrants, ou entre un homme et une femme, si l'un est soignant, l'autre est soigné. Il y a des effets très très forts du genre et du sexe biologique, d'une part. D'autre part, on n'a pas noté à ce jour de différence entre hommes et femmes dans la réalité virtuelle. Néanmoins, je suis quasiment sûr
qu'il y aura une relation très forte entre le niveau d'anxiété et la suggestibilité des patients. Et on sait par contre que les femmes peuvent avoir une meilleure réponse à ce genre de dispositif, et en particulier une meilleure réponse pour soulager l'aspect émotionnel de leur douleur. Elles sont plus réceptives. Merci beaucoup. D'autres questions nous arrivent. Une question autour de la différence avec ou sans mouvement. En gros, une réalité virtuelle active ou une réalité virtuelle passive, y a-t-il effectivement des effets spécifiques ? Oui. Alors, si je me base uniquement sur les résultats déjà publiés, donc vous avez vu en fait que les cortex aussi bien sensoriels que les cortex émotionnels sont mobilisés. Lorsqu'il y a mouvement, en fait, et une tâche à faire active, il est plus facile de détourner l'attention du patient de sa douleur. En fait, le plus dur, et pour le soignant, on le sait, quand on a des douleurs, notre attention est focalisée sur cette douleur justement pour en prendre soin, ne pas l'exposer à des dangers supplémentaires. Et le plus dur, c'est de détacher cette attention de la douleur. Et donc ça, c'est très très difficile à faire. Et le fait d'avoir une activité, une mobilisation, une fonctionnalité permet justement de faciliter ce détachement de l'attention. Et on a constaté que sur l'aspect sensoriel de la douleur, donc l'activation du cortex sensoriel pur, on a finalement peu d'effets lorsqu'on est passif et on a un effet uniquement lorsqu'on est actif, c'est-à-dire que le changement de l'attention réduit l'aspect sensoriel, alors que dans tous les cas, l'immersion, active ou passive, permet d'avoir un bénéfice sur l'aspect émotionnel de la douleur. Donc, donc on peut supposer que l'intensité de la douleur, le côté nociceptif, sensoridiscriminatif, est réduit d'autant plus que l'on a un mouvement et une activité de détournement d'attention. Une question est posée par aussi des internautes sur les informations anxiogènes, notamment des médias. On a l'impression qu'il y a une couche supplémentaire et une anxiété supplémentaire qui est provoquée par les médias et peut-être par la technologisation d'un certain nombre d'outillages. Je pense à un IRM fonctionnel et simplement de rentrer dans cette machine qui fait du bruit et qui peut être anxiogène. Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi des impacts sociaux et socio-médiatiques qui vont exagérer cette douleur ? Tout à fait. Donc ça, sur l'aspect douleur aiguë et même douleur chronique, les informations anxiogènes sont de nature à augmenter l'expression des douleurs, quelle que soit l'expression. Il faut noter cependant que pour les patients douloureux chroniques qui sont suivis en structure douleur chronique, pendant la crise du Covid, où justement il y avait énormément d'informations anxiogènes, on a constaté au contraire qu'il y avait un effet de sidération et que les douleurs chroniques ont baissé bizarrement, en tout cas dans l'évaluation des patients. Cependant, la fin de la crise Covid et le retour à une activité après la première phase, si je puis dire, a montré aussi que les patients douloureux chroniques ont eu une exacerbation de leur douleur. Et donc, il faut se méfier effectivement de l'atmosphère sociale et de l'environnement, parce qu'il va avoir une influence énorme sur les douleurs en général, et sur des patients qui ont des maladies chroniques, peut influencer énormément l'expression de leur douleur, soit par un effet de sidération transitoire, soit par des effets d'exacerbation. Donc là, je pense que c'est quelque chose qui sera plus développé par les médecins qui prennent en charge les patients qui ont des maladies chroniques. Une question autour de votre structure qui est extrêmement originale. Est-ce que c'est la seule en France ? Est-ce que vous pourriez donner plus d'informations ? Parce que c'est vraiment quelque chose de tout à fait pertinent. Oui, tout à fait. C'est la seule en France et même peut-être au monde, parce que ce qu'on a réussi à faire, et c'est un tour de force grâce au programme d'investissement d'avenir gouvernemental qui a cru en notre projet, nous avons pu monter cette plateforme qui rassemble aussi bien des médecins, des psychologues, des spécialistes des sciences humaines et sociales comme des anthropologues ou des professions qui travaillent dans le secteur social, mais et surtout autour de projets sur l'amélioration de la douleur, aussi bien pour les douleurs aiguës que les douleurs chroniques. Et donc c'est une structure qui se situe à l'interface entre l'hôpital et les services et on va dire la faculté de psychologie, où justement on peut évaluer la douleur sous toutes ces dimensions. La dimension biologique, sensorielle, d'intensité, de durée, etc. La dimension émotionnelle, aussi bien par des paramètres biologiques que des paramètres de qualité de vie. Et puis la dimension sociale, l'impact de l'environnement sur ces douleurs. Et donc la structure a été ouverte il y a 2 ans et nous avons démarré 3 essais cliniques sur les douleurs qui concernent les enfants prématurés, leur trajectoire de vie. Et donc ça, c'est tout à fait intéressant, ça permet d'établir une cohorte
avec un suivi des paramètres physiologiques de l'électroencéphalogramme, d'imagerie cérébrale et des questionnaires. On a un essai sur la réalité virtuelle, sur la musicothérapie et également sur le bénéfice sur la qualité de vie et le vieillissement chez les patients qui sont Alzheimer. Merci infiniment, professeur Poibaud, pour ces détails et ces illustrations et ces éclairages sur le plan neuroscientifique. Je crois que c'est tout à fait un élément central dans la prise en charge de la douleur, de comprendre tous les mécanismes sous-jacents. Merci infiniment. Vous pourrez évidemment le revoir en replay à partir de janvier.